J'espère que c'est bien démarré. Et du coup, quel est le programme d'aujourd'hui? On va commencer par une introduction, une petite présentation de l'ADMA, puis après une présentation par Moby sur qu'est-ce que c'est un PDES, un plan de déplacement d'établissement scolaire. Ensuite, on a une introduction au sujet à l'apaisement. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est intéressant et comment le mettre en place? Ensuite, on a notre première intervenante. Donc, c'est Marianne Dufay de Vivacité pour Mobiscol. Eux, ils ont développé une guide sur les différents aménagements qu'on peut mettre en place dans le cadre d'un PDES et elle va nous présenter une sélection. Ensuite, il va y avoir un temps d'échange. Donc, vous pouvez, comme je dis tout à l'heure, poser vos questions dans le chat. Ensuite, on va avoir des retours d'expérience de deux territoires différents. D'abord, il y a Lionel Faure de la métropole de Grenoble qui va nous présenter comment l'apaisement des abords des écoles font partie d'une réflexion plus globale sur l'apaisement d'un quartier. Après, il y a Nicolas Lax de commune de Beaumont qui va présenter un projet de rue scolaire qu'ils ont réalisé utilisant les méthodes de l'expérimentation. Eux, ils ont été accompagnés par le projet MOBI dans la réalisation et ensuite il va avoir une table ronde avec ces 2 intervenants. Si vous reste des questions, il va y avoir encore une temps de questions avant de clôturer le webinaire à midi avec une petite conclusion. Du coup, avant de commencer, je vais rapidement vous présenter, qu'est-ce que c'est l'ADMA? Donc l'ADMA est né de constats qui existent déjà des contenus sur la marche et du vélo, mais qu'il manque une regard de l'ensemble sur ces sujets pour créer une réelle expertise sur la matière en France. Donc notre vision, c'est d'adhérer des expériences déjà existantes et de proposer des outils, des ressources adaptés à toutes et à tous pour pouvoir monter en compétences. Le projet est coporté par la FUP et Roseau et financé par le dispositif de C2E, donc certificat d'économie d'énergie. Et cela signifie que les formations et l'accès à nos ressources sont prises en charge par la C2E, donc aucun reste à charge pour le public. Donc, qu'est-ce qu'on propose? On propose des formations sur la mobilité active, mais toujours avec des approches différentes. Euh, dans nos formations, on a une diversité des publics. Donc, des collectivités, des associations, des bureaux d'études, hem, des gens du monde universitaire et l'objectif, c'est vraiment de croiser le public, de le faire échanger et apprendre de l'un de l'autre. On propose également des webinaires comme aujourd'hui, des fiches et des vidéos et on va vous mettre le lien vers notre site, dans le chat, comme ça vous pouvez, tout découvrir. On arrive au cœur du sujet, l'apaisement. Donc pour introduire le sujet, on va essayer de rapidement répondre à 3 questions. Déjà, l'apaisement, qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Et quels sont les dispositifs pour les mettre en place? Donc quand on parle de l'apaisement, on parle souvent de l'apaisement de la vitesse. Par exemple, on peut baisser, la vitesse d'une rue de 50 kilomètres à l'heure à 30 ou même, pourquoi pas, 20 kilomètres à l'heure avec des zones de rencontre. Mais même si une rue a des faibles vitesses, mais il reste une circulation important, cela va rester désagréable pour les usagers. Donc il faut également agir sur le flux des véhicules motorisés. Ces projets peuvent être mis en place sur une échelle d'une rue, comme par exemple les rues scolaires, mais aussi sur tout un quartier ou une ville. Et pourquoi est-ce que c'est intéressant? Quels sont les effets positifs? Donc déjà, une ville apaisée est mieux pour la santé. Parce que quand le nombre des véhicules motorisés diminue, ça diminue également la pollution sonore et il y a moins de pollution d'air. Et lors de notre dernier webinaire sur l'écomobilité scolaire et la pollution d'air, on a également rentré plus dans les détails sur les effets négatifs pour les enfants avec la pollution d'air. De plus, une ville plus apaisée qui invite à l'utilisation des modes actifs, heu, encourage également l'activité physique.
Et l'apaisement peut également le rendre une vie plus accueillante, parce que quand la place avant dédiée à la circulation motorisée peut être repensée, on peut donner plus de place, par exemple aux trottoirs plus élargis, plus de place aux enfants, de place de repos, aux sociabilisations dans la ville. Donc cela peut inciter et donner envie de passer encore plus de temps dans l'espace public. Et l'apaisement est également bien pour la question de sécurité. Déjà, quand on baisse la vitesse, le nombre d'accidents diminue et même s'il y a des accidents, la gravité de ces accidents diminue également. Et la sécurité est un levier important pour encourager l'écomobilité scolaire. Dans un sondage réalisé par l'EcoCE2 sur les déplacements domicile-établissement scolaire, on a vu que 97% des parents ont répondu que la sécurité est une des critères les plus importants pour le choix de mode de déplacement. Dans les mêmes études, on voit que plus que 55% des parents disent que le manque de sécurité est un des principaux freins à l'utilisation des modes actifs. Et du coup, si on rend des espaces plus accueillants et plus sécurisants, ça devient mieux s'adapter au plus grand nombre. Ici, les enfants, les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite ont plus de facilité de se déplacer. Et l'apaisement favorise la marche à pied, l'utilisation du vélo, le transport en commun, et cela permet à diminuer l'usage de l'automobile et rendre la façon qu'on se déplace plus durable. Et du coup, quels sont les dispositifs à mettre en place? Ici, on va présenter une sélection, mais c'est pas tout. Donc, bien sûr, on peut limiter la vitesse, on peut revoir son plan de circulation, on peut mettre en place des zones à faible émission, créer des zones de rencontre. On peut aussi apaiser les abords des établissements scolaires. Ça, c'est le sujet sur lequel on va se focaliser aujourd'hui. Et avec ces mots, je passe la parole à Bertrand Dumas, qui va vous présenter qu'est-ce que c'est un PDES. Bonjour à tous. Euh, alors donc oui, je vais vous présenter, Méline, si tu veux bien passer, voilà, merci. Présenter ce qu'est un PDES, même si j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose qui est assez connu. Et je vais vous le présenter par un prisme un peu particulier, qui est un programme de déplacement et établissement scolaire qui s'appelle le programme MOBI. Très rapidement, je suis chargé de projet, je suis chef de projet, pardon, du programme MOBI au sein d'EcoCO2. Donc, EcoCO2 est une entreprise qui a pour vocation d'accélérer la transition écologique. On est un peu plus de 130 salariés aujourd'hui et l'idée, c'est d'accompagner les collectivités, les entreprises et les particuliers sur les questions de transition écologique. Je peux m'étendre par ailleurs si vous voulez connaître mieux EcoCO2, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Et parmi les programmes que l'on anime, il y a un programme un peu spécifique qui est le programme MOBI, qui est donc un certificat d'économie d'énergie, c'est-à-dire une procédure qui permet de prendre en charge une grande partie du coût du programme. Là, en l'occurrence, 75% du programme est pris en charge par des énergéticiens. Euh, MOBI, c'est donc un plan de déplacement établissement scolaire. Je reviendrai un petit peu sur ce que c'est tout à l'heure. Mais donc, c'est à la fois un plan de déplacement établissement scolaire et c'est aussi un programme pédagogique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un PDES? Qu'est-ce que c'est qu'un PDES? Alors, d'abord, ce n'est pas une mesure obligatoire. Certaines collectivités, à ma connaissance, ont rendu les PDES obligatoires dans le cadre des plans de protection de l'atmosphère. Je crois que c'est le cas dans le sud de la France, dans le Var, il me semble. Enfin, il y a des départements comme ça qui ont rendu les PDES obligatoires pour des établissements scolaires de plus de X élèves, mais ce n'est pas un document obligatoire. C'est un document qui va proposer l'ensemble des mesures pour encourager le recours au mode de transport alternatif, actif, pour les déplacements scolaires. En général, et à 90%, ça porte sur les déplacements domicile-école, mais on va bien sûr identifier et observer et essayer d'améliorer les déplacements des professionnels
des enseignants, du personnel administratif d'établissement, mais aussi parfois, et pour des lycées par exemple, ça peut être relativement conséquent, les livraisons, où on a de très gros volumes qui peuvent être livrés fréquemment. Donc là, il y a peut-être un travail à faire sur les modes, ou en tout cas les matériels qui sont utilisés pour effectuer ces livraisons. Ce qui est spécifique à Mobi, donc qui est un PDES, accompagné d'un programme pédagogique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on apporte un chargé de mission qui est soit interne avec OCO2, mais ça c'est plutôt la minorité des cas. Dans la majorité des cas, c'est un chargé de mission que l'on a identifié dans une structure locale qui va accompagner la collectivité. Ça nous permet d'avoir quelqu'un qui connaît bien son territoire et donc qui est beaucoup plus à même d'accompagner ces questions d'aménagement autour de l'école. On a équipé et on équipe ce genre d'émission avec des outils et des actions, et des fiches outils, pardon, et des fiches actions, des contenus pédagogiques qu'on a nous-mêmes élaborés. Et puis, on a en interne aussi une expertise, alors à la fois sur les déplacements établissements scolaires, sur l'écomobilité en général, mais aussi spécifiquement, et ça c'est vraiment le cœur de métier d'EcoCO2, sur la mise en place d'indicateurs et de suivi des résultats d'une telle opération. Donc voilà, un PDES, c'est un plan de déplacement établissement scolaire. Souvent, et pratiquement tout le temps, ça se déroule en 5 grandes étapes. Il y a une phase de lancement qui est une phase clé puisqu'on va rendre visible le programme dans le territoire, on va communiquer sur le programme, on va embarquer avec nous toutes les parties prenantes à ce moment, au moment du lancement, on va communiquer donc. Il va y avoir un temps de diagnostic où on va observer 2 choses, l'accessibilité, dans quelles conditions on vient dans l'établissement scolaire, et la mobilité, qui vient et à quelle fréquence l'on vient dans cet établissement scolaire et avec quels moyens. Donc accessibilité et mobilité. On va en déduire un plan d'action. Traditionnellement, mais je crois qu'on en reparlera tout à l'heure, les actions sont autour des infrastructures, autour de la communication et de la sensibilisation autour des questions des mobilités scolaires, et puis autour du report modal. C'est en gros les 3 grandes familles qu'on peut repérer assez facilement dans les plans d'action. On va mettre en place des indicateurs pour évaluer si les actions qu'on va mettre en œuvre vont avoir une incidence à la fois sur la fréquentation, sur le nombre de personnes qui finalement vont se reporter sur des modes plutôt actifs. On peut éventuellement quelquefois même avoir des indicateurs sur la qualité de l'air. Eline en a parlé tout à l'heure, mais la santé, c'est une préoccupation majeure dans ces questions des comités scolaires. Et puis, on va mettre en place un bilan, bien évidemment, à la fin du programme. Ce qui est particulier à Mobi, mais qui peut peut-être se retrouver dans d'autres PDES, mais c'est vraiment la spécificité de Mobi, c'est que conjointement à ce déroulement, on va proposer aux établissements scolaires une sensibilisation des élèves qui va se dérouler de 2 manières différentes. Soit on intervient dans la classe quand on est sur l'école élémentaire, soit on va intervenir dans l'établissement quand on est pour les collégiens et les lycéens. Voilà les étapes de Mobi. Une petite information qui vaut, voilà, qui a un intérêt, c'est que nous sommes les seuls bénéficiaires et en capacité d'animer le programme Mobi, puisque c'est un C2E, donc c'est un programme qui est piloté par l'État. Donc, dans le cadre du programme Mobi, et bien uniquement dans le cadre du programme Mobi, la mise en concurrence n'est pas systématique. Donc voilà, je n'insiste pas plus là-dessus, mais c'est quelquefois aussi un élément qui permet de débloquer une collectivité qui se voit contrainte d'être obligée de passer par un enchaînement de mise en concurrence. Là, sur le programme Mobi, et bien que sur le programme Mobi, il n'est pas nécessaire de nous mettre en concurrence avec qui que ce soit. Voilà, je vais en terminer là. Je vais passer la parole à Marianne Dufay, donc, qui est à la fois coordinatrice de la dynamique Mobiscom, donc on en parlera tout à l'heure, mais aussi directrice de Diversité Île-de-France. Voilà Marianne, c'est à toi. Merci Bertrand, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Pour ma part, moi je vais vous présenter en fait un outil qu'on a développé dans le cadre de la dynamique Mobiscol. Donc, juste vous dire, pour compléter la présentation de la définition de ce qu'on entend dans l'écomobilité scolaire et l'outil en fait de planification de l'écomobilité scolaire qui est le plan de déplacement et comité scolaire. Les comités scolaires est vraiment une démarche globale et systémique
Vous le verrez quand je vous présenterai des exemples d'aménagement, puisque l'idée, c'est de croiser à la fois des actions d'infrastructure, c'est-à-dire comment on va intervenir dans l'espace public. Donc, c'est vraiment le sujet sur lequel je vais venir vous donner quelques exemples. Mais ce qui est important, c'est de croiser en fait ce champ d'intervention avec tout un programme d'éducation à la mobilité, de sensibilisation, de pédagogie quelque part, puisque l'intérêt, c'est de former les jeunes usagers demain à des pratiques de mobilité vertueuses. Donc, ça passe par tout un tas de programmes, de dispositifs, d'outils qui existent, qui peut être mené avec les enseignants, mais pas que. Et bien entendu, pour compléter ce système, c'est de favoriser, d'accompagner les modes de déplacement collectif alternatifs à la voiture individuelle. Donc, c'est comment en fait la collectivité, la communauté éducative s'organise pour aller vers l'école autrement qu'en voiture individuelle. Donc, ce qui est important de retenir, en tout cas, même si aujourd'hui on va prendre un prisme, en tout cas moi je vais prendre un prisme sur les infrastructures, c'est à chaque fois de pouvoir croiser un certain nombre d'interventions, un certain nombre d'actions pour vraiment avoir un système sur les communautés scolaires en direction du jeune public. Rapidement vous dire que notre dynamique Mobiscol justement permet de mettre en avant un certain nombre d'outils et démarches sur les communautés scolaires. Donc vous pourrez vous référer sur notre portail. Si vous souhaitez être informé et bénéficier de la veille, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on a une liste de discussion, une liste de diffusion. Et par ailleurs, on propose un certain nombre de temps de rencontres. Le prochain qui arrive très très vite, c'est notre rencontre nationale de les comités scolaires qui aura lieu à Lyon le 19 et le 20 octobre. Donc, si vous êtes intéressé, dépêchez-vous, il ne reste plus beaucoup de place et c'est 2 jours très riches avec des chercheurs, des forums, des visites, etc. Pendant 2 jours à Lyon. Notre autre outil aussi qui nous permet justement de rendre visibles toutes ces actions, c'est cette cartographie. Donc pareil, si certains d'entre vous mènent des actions même émergentes dans vos territoires sur les comités scolaires, sachez qu'on peut faire des retours d'expérience, pas seulement une carte. L'idée, c'est vraiment d'avoir des retours d'expérience qualitatifs à travers cette carte pour pouvoir mettre en avant toutes ces démarches. Enfin, par rapport au sujet qui nous intéresse, donc je vais vous présenter rapidement un outil qu'on a réalisé cette année. Ce qui est important de comprendre pour montrer l'intérêt de cet outil par rapport à ce qu'il existe déjà, des acteurs qui, comme le CEREMA ou l'ADEME ou d'autres, travaillent sur la capitalisation de méthodologies sur l'aménagement, font très bien ce travail. Nous, ce qu'on a voulu faire à travers cette démarche de catalogue, c'est de montrer justement comment on peut mobiliser tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, la pédagogie, la communication, la concertation au service d'aménagement dans le cadre d'un plan de déplacement et de comité scolaire. Alors, on peut très bien réaliser des aménagements sans forcément faire de PDES, mais les PDES offrent un cadre de concertation et un cadre méthodologique intéressant justement pour pouvoir développer en parallèle d'aménagement ou d'infrastructures qui pourraient être réalisées, des actions d'accompagnement des publics pour viser justement l'accompagnement au changement de comportement. Donc, ce qui était important dans notre travail, c'était vraiment de travailler en collaboration avec différents métiers pour avoir justement cette plus-value sur la liste, en fait, ce catalogue qui va lister des aménagements qui, pour certains, vous les connaissez certainement. Donc, l'objectif, c'est vraiment de croiser ces compétences. Donc, du coup, pour comprendre un peu notre organisation et comprendre justement comment l'aménagement va s'inscrire dans un plan de déplacement et comité scolaire, on les a classés par 3 catégories. Donc, vous allez retrouver ces 17 fiches. La première, c'est au sein d'établissements scolaires. Donc là, on ne va pas forcément trouver grand-chose puisqu'on est vraiment dans l'enceinte de l'établissement. Néanmoins, on observe un certain nombre d'actions, notamment sur les aménagements de cours d'école qui sont en ce moment en fort développement, du potentiel pour justement favoriser la pratique des modes actifs ou par exemple l'aménagement de cours d'école en faveur du savoir rouler à vélo. Ensuite, la deuxième catégorie qui va nous intéresser aujourd'hui, puisqu'on est sur la question de l'apaisement aux abords des écoles, eh bien, c'est tous les aménagements qu'on va retrouver vraiment en proximité directe de l'établissement scolaire.
Enfin, la troisième catégorie concerne vraiment ce qu'on appelle le rabattement. Donc ça, c'est un peu du jargon, mais concrètement, c'est tout ce qu'on peut observer et tout ce qu'on peut réaliser en termes d'aménagement et d'accompagnement sur le trajet entre le domicile des familles et l'établissement scolaire. Donc, pour vous montrer un petit peu comment on a essayé d'analyser ces types d'aménagement, ce qui est important tout d'abord, c'est de comprendre dans quel contexte on va réaliser cet aménagement. Forcément, lorsqu'on travaille sur un établissement comme une maternelle ou un lycée, on ne va pas aborder les choses de la même manière. Donc ça, c'est important de savoir où on se situe et on n'aura pas affaire aux mêmes interlocuteurs, donc aux mêmes champs de compétences. La deuxième chose qui est très importante en fait de prendre en compte dans ce type d'aménagement, c'est quel accompagnement, et j'insiste là-dessus, c'est le plus important, on va mener pour accompagner les publics. L'objectif, ce n'est pas seulement de réaliser une infrastructure, mais vraiment d'accompagner le public, puisqu'on vise quand même un changement d'usage important, de faire évoluer des pratiques et, in fine, des changements de comportement. Donc, pour ce faire, en fait, c'est important de mettre en place tout un programme, en fait, pour pouvoir accompagner ces publics pour la réalisation de cet aménagement. Donc, du coup, c'est les fiches que vous allez retrouver dans ce catalogue va décrire un certain nombre d'aménagements, mais de comment on va pouvoir accompagner ces aménagements. Forcément, ça s'accompagne de points de vigilance. Donc, je vous donnerai 2 exemples pour éviter un certain nombre d'écueils, notamment sur l'aspect concertation. Voilà, et surtout un certain nombre de retours d'expérience, d'exemples qui nous ont semblé assez qualitatifs. Et pour enrichir en fait ces exemples-là, on fait une veille assez poussée qu'on met en valeur sur notre portail ou sur nos outils de communication. Donc, des exemples choisis, non exhaustifs, mais qu'on continue à observer. Voilà par rapport à l'analyse de chaque aménagement dans chaque fiche qu'on propose. Donc, je vous donne du coup 2 exemples. Alors, les 2 exemples que j'ai choisis sont dans la rubrique les abords de l'établissement scolaire. Le premier exemple, c'est la réalisation de jalonnements d'itinéraires. Donc, les jalonnements, en fait, tout simplement, ce sont du mobilier urbain plutôt vertical qu'on va retrouver aux abords de l'établissement, mais aussi sur les trajets domicile-établissement scolaire ou de la signalétique verticale. Donc, c'est là où on va retrouver, vous voyez les petites photos, soit des marquages au sol, soit un traitement au sol particulier pour envoyer un certain type de message. Alors, quel type de message justement et à quoi pourrait servir ce jalonnement d'itinéraire dans le cadre d'un aménagement autour de l'école? La première chose, c'est pour apaiser l'école, apaiser la circulation, pour prévenir, en fait, pour avoir une vocation un objectif de sécurité routière, bien entendu, c'est le plus évident, mais c'est l'occasion aussi de se réapproprier l'espace public autrement, en essayant d'être le plus créatif et le plus ludique possible. Donc finalement, le champ des possibles est assez vaste et permet en fait, en ayant une offre en fait de mobilier urbain, de s'autoriser un certain nombre de choses aux abords de l'école. L'objectif aussi, c'est de favoriser l'appropriation de cet espace public autrement que par la voiture ou le véhicule motorisé. Donc, ça permet, en travaillant justement en concertation avec les familles et le personnel de l'établissement et bien entendu la collectivité, d'occuper l'espace public autrement par cette réponse. Voilà, et le plus important, en tout cas dans le cadre de notre démarche des comités scolaires, c'est de faire un travail pédagogique. Du coup, c'est vraiment un bon support pour travailler avec les enfants, puisque ce sont eux, en fait, les premiers usagers sur leur trajet. Donc, l'idée, c'est de travailler avec eux. Donc, ces jalonnements, ils peuvent à la fois accompagner des modes de déplacement formels comme le vélibus ou le pédibus, voire la rue scolaire. Quand on a un report modal de déplacement, on travaille sur des signalétiques entre la rue scolaire et d'autres points de regroupement. Ou alors, on peut très bien aussi travailler sur du jalonnement dans le travail plus informel de ces déplacements. De plus en plus, en fait, le travail pédagogique permet de produire des cartographies, des itinéraires en fait de ces déplacements des enfants
à partir de leur diagnostic à hauteur d'enfant et qu'on va en fait signaler, rendre visible grâce à du jalonnement. Donc ça, c'est le premier exemple que je voulais vous montrer. Et bien entendu, dans la fiche, on a fait référence à la réglementation, bien entendu, en vigueur pour avoir quelque chose de pérenne. Le deuxième exemple que je voulais vous indiquer, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la rue scolaire. Donc pareil, la rue scolaire, on est dans le champ des abords de l'établissement scolaire. Donc la rue scolaire, en fait, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que c'est un des outils qui se développe énormément. Après, on voit un certain nombre d'écueils aussi et parfois la rue scolaire peut se terminer sur un échec. Donc c'est ça qu'on a voulu essayer d'analyser en fait pour vraiment avoir une rue scolaire pérenne et qui fonctionne. Déjà, vous dire qu'il n'y a pas vraiment de statut officiel dans la réglementation. Finalement, la rue scolaire, ça reste une aire piétonne, mais temporaire, c'est-à-dire qu'elle va être fermée le matin et ou le soir, parfois même 3 fois par jour. On voit des rues qui sont fermées aussi sur le temps du midi. Donc, elle s'applique plutôt pour des écoles primaires, enfin maternelles et élémentaires, puisqu'au collège ou au lycée, on a des heures de sortie et d'entrée qui sont très instables, contrairement aux autres établissements. Donc, les points de vigilance que je voulais vous exprimer et qui sont du coup détaillés dans cette liste, c'est vraiment un important temps de concertation en amont et en continu. Généralement, on expérimente la rue scolaire sur un temps donné. Ça me paraît un peu incontournable. On ne se lance pas du jour au lendemain, on ferme la rue et c'est définitif. Mais c'est important de faire cette concertation en amont. Souvent, le temps long est négligé dans la concertation, notamment en direction c'est encore plus important quand on travaille avec des familles et des enfants. Donc, la communication est très importante et vraiment d'utiliser tous les canaux, voire même investir l'espace public, faire des temps forts dans la rue, devant l'école pour communiquer sur cette rue scolaire. Ce qui est important aussi d'anticiper, c'est le report modal. Souvent, l'écueil qu'on voit, c'est du trafic qui va se déplacer. Donc, c'est important de pouvoir l'anticiper, voire même, on a, dans le cadre de la pérennisation de certaines rues scolaires, des collectivités qui revoient leur plan de circulation pour éviter ce report modal. Et pour éviter ce report modal, la solution radicale, ce n'est pas simplement de fermer la rue ou de changer son plan de circulation, qui n'est pas forcément évidente, c'est d'accompagner tout simplement les familles à changer leurs habitudes. Donc, la rue scolaire, finalement, va être une porte d'entrée pour ensuite travailler sur d'autres dispositifs comme le pédibus ou du travail pédagogique, ou voire même, ce qu'on conseille aussi beaucoup, mettre en place des rues aux enfants. Donc, c'est différent de la rue scolaire, je tiens à le préciser. C'est des temps d'événementiel citoyens, souvent menés avec les habitants, le temps d'un week-end où on va réinvestir cette rue de manière ludique et participative. Et ça permet de compléter en fait cet accompagnement de changement sur la fermeture de rue. Et bien entendu, pour terminer, sur la rue scolaire, c'est un bon prétexte, c'est un bon contexte pour faire un travail pédagogique sur la sensibilisation des modes actifs auprès des enfants, où on peut travailler avec les enfants. Et du coup, c'est pour ça que le PDES permet justement d'offrir un cadre méthodologique pour faire tout ce travail. Voilà, et pour terminer sur les points de vigilance aussi, je pense que pour fermer la rue, on peut avoir des systèmes assez rudimentaires qui fonctionnent. Et si effectivement la collectivité a les moyens, elle peut investir dans des fermetures automatiques, mais ce n'est pas forcément ça qui va faire que la rue scolaire se pérennise. Ce qui est important, c'est vraiment ensuite, dans le temps, de bénéficier de cette fermeture de rue pour pouvoir l'embellir et justement travailler sur du jalonnement, pourquoi pas végétaliser, etc., pour vraiment renforcer encore l'apaisement et faire accepter en fait la fermeture de rue le matin et le soir. Voilà, j'ai terminé par rapport à ces deux exemples. Donc, vous retrouverez 17 exemples dans notre fiche. Et puis, alors, je n'ai pas mis le lien, je vais le mettre dans le chat, vers le catalogue, j'ai oublié, excusez-moi. Mais en tout cas, vous pourrez retrouver toutes nos ressources sur notre portail. Je vous remercie. Merci Marianne. Alors, il y a eu quelques questions qui concernaient directement les PDES et notamment sur sur la mise en place des pédibus, des cyclobus et puis
Voilà, mais il y avait une question aussi sur le statut de la rue scolaire, mais je vois que quelqu'un a répondu, donc j'imagine que la réponse est satisfaisante hein, sur quel type de statut à la rue scolaire. Est-ce que c'est vraiment une aire piétonne? Oui, Donc voilà, c'est ça, ça a été répondu. Tu oui, peux oui, peut-être le compléter. voilà, c'est pour en tout cas le plus simple, enfin c'est pas le plus simple, mais la réponse pour l'instant unique qu'on retrouve, hein, contrairement en Belgique hein, où on a un statut hein, pour la rue scolaire, donc dans le code de la route. En France, en tout cas, ce qui s'applique, c'est l'aire piétonne. Donc, précisément, c'est l'article R110-2 et le panneau B54 pour être précis. Donc voilà, c'est le statut. Enfin, il faut vous référer en fait à la rue qui se ferme le jour de marché. C'est exactement la même chose en fait, hein, en termes de statut réglementaire. Voilà. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut peut-être passer à notre intervenant. Donc, bonjour, donc, j'accueille Lionel Faure, qui est expert en mobilité active à la métropole de Grenoble, Grenoble-Alpes Métropole. Je Bonjour vous à laisse la tous. parole. Vous pouvez y aller. Bonjour à tous, vous m'entendez bien? C'est tout bon? Je pense que oui. Ok, parfait, merci. Donc en 10 minutes, je vais vous présenter le retour d'expérience et les projets en cours sur la métropole de Grenoble. Donc une présentation succincte de la collectivité, hein, du territoire, 450 000 habitants, 49 communes, dont plus de la moitié rurales ou de montagne, hein, 25 bourgs ou centres-bourgs de moins de 2000 habitants. Une ville étudiante au cœur des Alpes, un premier plan climat qui a 18 ans, on est capitale verte européenne, ville et métropole cette année, donc on accueille pas mal de délégations, c'est assez passionnant, et on a lancé à l'automne 2021 une convention citoyenne pour le climat. Donc la démarche rue-école au niveau de la métropole, elle est incluse bien évidemment dans un plan cohérent, un PDU désormais plan de mobilité, hein, donc qui s'inscrit dans une stratégie globale en faveur du développement et de la sécurisation des modes actifs. Ça a démarré très tôt dans le mandat précédent dans une démarche nommée Métropole apaisée qui a vu la généralisation du 30 km/h dans les zones agglomérées, progressivement des petits plans de circulation, de l'apaisement, par des aménagements incitatifs, qualitatifs, par le développement des usages sur la chaussée ou en traversée de chaussée. Et cette stratégie, elle s'appuie sur 3 outils ou 3 types de plans d'action, un guide, un nouveau référentiel des espaces publics métropolitains, un grand plan vélo, avec notre réseau Chrono Vélo, qui est un peu emblématique aujourd'hui au niveau national, et puis une démarche cœur de ville, cœur de métropole, qui vise à conforter l'ensemble des centralités, qu'elles soient le centre de l'agglomération ou le centre-bourg. Et enfin, une zone à trafic limité dans le cœur d'agglomération, une ZFE VULPL existante depuis 3 ans, et une ZFE tout véhicule en approche, et aussi d'autres purs projets de piétonisation, et je tiens à le préciser, et pas forcément qu'au centre de l'agglomération. Alors sur les rues-écoles, je vais faire vite sur cette partie introductive, hein. Un statut et un diagnostic connus depuis longtemps, des trajets vers l'école, notamment en milieu urbain, mais pas que les milieux denses, hein, qui sont majoritairement inférieurs à 800 mètres, une accessibilité motorisée qui est rarement remise en cause, historiquement en tout cas depuis les 30 dernières années, et au final des conditions peu favorables pour développer et sécuriser les trajets à pied, à vélo, voire l'autonomie des enfants. Et en complément, un environnement peu qualitatif, médiocre, avec pas d'aménagement, peu d'ombre, du bruit, de la pollution, et peu de végétal globalement. Donc depuis 2019 et le vote de notre PDM, il y a de nouvelles ambitions sur le sujet, hein, donc qui sont liées, comme ça a été dit, aux enjeux d'écomobilité scolaire et au lancement assez récent finalement de l'opération du SRAV, le savoir rouler à vélo, et sur la thématique élémentaire et maternelle, c'est un marqueur politique fort sur la ville-centre également. Donc là, c'est une illustration de l'affiche de la campagne du maire de la ville de Grenoble. 2 grands objectifs pour les communes et la métropole pour intervenir à proximité des écoles, hein, promouvoir évidemment l'accès à pied et à vélo et faire du report modal en sécurisant et en développant les cheminements mode actifs et en apportant des restrictions de circulation au niveau des entrées d'école, ce qui peut aller
jusqu'à la piétonisation, éventuellement temporaire dans des territoires périphériques. Et deuxièmement, et on y tient beaucoup nous aujourd'hui, c'est aujourd'hui proposer des aménagements qualitatifs qui sont en adéquation avec les enjeux métropolitains, aussi pour développer des nouveaux usages, qui ne concernent pas que les écoliers, mais aussi des espaces publics qui sont à destination des riverains, etc. Donc du mobilier, de la végétalisation et des revêtements de plus en plus perméables, à la fois pour répondre aux besoins des usagers, mais aussi pour anticiper et accompagner les adaptations au changement climatique. Donc à partir de maintenant, je vais vous présenter la démarche spécifique sur la ville de Grenoble. La démarche est nommée Place aux enfants. Vous pouvez la retrouver sur Internet avec différents supports, des vidéos notamment. Donc ça a été un des engagements du nouveau maire de Grenoble en 2020. Donc ça s'est traduit de manière assez express par la piétonisation de 10 parvis d'école en septembre 2021. Par des aménagements transitoires pour accompagner ces fermetures, la plupart du temps physiques, et avec des aménagements plus lourds en cours de réalisation, donc des projets véritablement d'espace public pour remplir les objectifs communaux et métropolitains. Ce qui se traduit factuellement depuis l'automne 2021 par quasiment 2 km de rues qui sont libérées de la circulation et du stationnement automobile, et également 300 places de stationnement supprimées, ce qui équivaut à un peu plus de 3500 m² d'espace où on peut y faire autre chose. Quelques illustrations rapidement de ces phases transitoires, avec de l'animation, des piétons qui restent plus longtemps sur l'espace public, du mobilier d'assises, du mobilier ludique. On voit au centre un ballon fou, c'est un panier de basket, mais on ne sait pas de quel côté sort le ballon, des premiers tests de décroutage ou de perméabilisation des sols. Donc, diapo d'après, on a par exemple une esquisse d'un projet définitif. C'est un projet qui va bientôt se mettre en œuvre avec une partie droite qui est plutôt traitée en classique, mais en restriction de circulation pour accompagner les cheminements piétons, et une partie gauche complètement libérée. Sur cet espace-là, on avait 50 places de stationnement. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de remettre du jeu et de la nature dans des espaces, comme je l'ai dit tout à l'heure, historiquement pauvres et très, très minérales. Quelques illustrations de nos premiers petits aménagements définitifs modestes, donc avec un toilettage de l'espace public, la suppression des barrières évidemment, la plantation de 3 arbres, on ne le voit pas bien sur l'illustration, du mobilier pour s'asseoir. Donc ça, c'est des choses plutôt modestes. Diapositive après, là c'est un peu plus ambitieux. Donc là c'est vraiment c'est une petite école maternelle, donc on voit l'entrée avec les deux portes là-bas, donc il n'y avait pas de parvis quasiment, c'était une rampe d'escalier, et donc là, à travers la fermeture, qui d'ailleurs n'est pas une fermeture physique, c'est juste une inversion du sens de circulation et un changement d'image, donc d'usage, on a transformé finalement cette rue standard, banale, qu'on voit en haut à gauche, vers un espace sous forme de square. Donc on a aujourd'hui une douzaine de secteurs en études, 2 réalisés, 3 en cours de travaux et 5-6 autres en cours d'études. Donc pour nous, les projets Place aux enfants et rue École, par ailleurs, sont une opportunité pour apaiser tout un quartier, au regard à la fois des effets un peu collatéraux des fermetures d'écoles, mais aussi pour accompagner le changement de comportement au-delà de la rue, mais bien sur le trajet vers l'école. Donc là, on a un petit quartier au sud de l'agglomération grenobloise, et à droite, on voit le périmètre du quartier. C'était une grande zone 30 depuis 2016, avec le projet de fermeture que vous avez en rouge. Donc, diapositive d'après, on a juste pour illustrer, on a l'esquisse du projet tel qu'il est en cours d'étude. Donc, la suppression d'un grand trottoir et du stationnement, une chaussée pour les services techniques, les pompiers et les 3 riverains. On voit les portails sur le côté sud, mais surtout une grande présence du végétal pour accompagner le parvis. Donc ce plan de circulation associé, il vise à accompagner la fermeture de la rue, à limiter finalement le phénomène de dépose à l'entrée de la rue. Là, il y aurait une barrière physique. Donc ça se traduit par des mises en sens unique, notamment l'entrée nord-est du périmètre qui sera mise en sens unique. Et puis on en profite du coup pour mettre en place un petit plan Marguerite à l'échelle du quartier pour éviter les phénomènes de transit
qui regarde d'ailleurs pas que les déplacements vers l'école, hein. Donc avec des systèmes de tête bêche, avec des nouvelles traversées piétonnes surélevées, avec des mini-giratoires et une partie des rues qui sont traitées en zone de rencontre, avec des espaces de fait très très peu circulés sur lesquels on incitera le piéton à circuler plutôt en milieu de chaussée. Donc je ne rentre pas plus dans le détail, hein, mais c'est une démarche en cours. Et au final, on se rend compte que les espaces qui sont libérés, soit par des mises en sens uniques, soit aussi par des espaces peu stationnés aujourd'hui, c'est une opportunité aussi, en dehors de l'école, de répondre aux besoins du plan canopé métropolitain qui a été délibéré récemment et qui vise à planter de très nombreux arbres pour s'adapter au problème de surchauffe estival que connaissent toutes les agglomérations depuis un certain temps. Deux petites diapos pour finir. Donc, ça, c'est des illustrations en dehors de Grenoble, plutôt sur des phases un peu test. Donc, élargissement de trottoir avec suppression de stationnement, passage en zone de rencontre, et puis des restrictions plus courantes, hein, sous forme de ZTL. On parle du statut, mais le statut, c'est l'aire piétonne, mais c'est aussi la ZTL, qui n'est pas dans le code de la route, mais c'est des restrictions de circulation temporaire, avec des ayants droit, finalement, qui ont toujours le droit de passer, des barrières, et puis la zone de rencontre qui peut éventuellement, si on considère qu'il n'y a pas de problématique de stationnement, être un outil intéressant dans certains contextes. Ne pas oublier, et ça a été dit tout à l'heure, que les démarches, ce type de démarche-là, c'est le support c'est l'occasion d'avoir des projets pédagogiques. Et l'enjeu, c'est bien d'embarquer l'ensemble des équipes éducatives sur le sujet, sur plusieurs thématiques, évidemment la mobilité et la santé, mais les projets pédagogiques plus largement autour de l'environnement, du retour de la biodiversité dans des espaces urbains, les enjeux climatiques, la présence de l'eau. J'ai oublié de dire que dans chaque rue, on allait installer, je crois, une borne fontaine. Et puis, nous aussi, on s'est engagé avec le service culturel de la ville de Grenoble pour animer ces rues et pour ces places, finalement, et pour créer de l'événement en dehors des temps spécifiques que sont les entrées et sorties des écoles. Donc, alors là, c'est plutôt culturel au sens spectacle de rue, théâtre. Mais l'idée aussi, c'est de faire sortir les classes progressivement et lorsque les conditions de sécurité le permettent, c'est de faire en sorte qu'il puisse y avoir aussi des activités scolaires dans la rue. Ça a été très bref, mais je pourrais répondre à vos questions dans la foulée. Merci. Je reprends la parole, oui. Merci beaucoup. Peut-être avant, juste de passer la parole à Monsieur Lax, donc de la commune de Beaumont, une petite question qui est très précise, Monsieur Faure, sur le bureau d'études qui vous a accompagné, le paysagiste ou le bureau d'études qui vous a accompagné. D'abord, est-ce qu'il y en a un? Est-ce que c'est en interne ou pas? Est-ce qu'il y a un bureau d'études? Et si oui, est-ce que apparemment il y a des collectivités là qui seraient intéressées par les contacts de ce BE, de ce paysagiste? Alors, on a une dizaine de projets réalisés en cours ou à venir. Et nous, on considère aujourd'hui que ces projets-là, c'est des projets d'espace public comme un autre, comme quand on refait une place d'un village ou une piste cyclable chrono-vélo. Donc, on a deux outils à disposition. On a un bureau d'études interne qui conduit 3 ou 4 maîtrises d'œuvre. Et puis aussi, on a un prestataire extérieur, une maîtrise d'œuvre classique qui va jusqu'à la réalisation. Donc, c'est des marchés à bon de commande avec des maîtres d'œuvre. Donc, c'est pas des paysagistes en tant que tels, c'est des maîtres d'œuvre avec des sous-traitants de paysagistes. On est dans une démarche. Certes, le sujet il est un peu nouveau, mais on est dans une démarche classique de maîtrise d'ouvrage d'espace public avec une compétence métropole pleine et entière sur ces sujets-là. Donc, il n'y a pas de spécificité. Je pourrais éventuellement vous retrouver le nom des maîtres d'œuvre externes qui interviennent, ou en tout cas du bureau de paysagistes, mais on a aussi des paysagistes dans notre bureau d'études internes qui sont de très bonne qualité. Okay. Merci beaucoup. Je mets de côté la question sur le consensus national au niveau des visuels au sol, parce que je pense qu'on en parlera probablement dans la table ronde, je l'ai noté, donc on y répondra tout à l'heure. Mais je voudrais, donc, maintenant qu'on passe la parole à monsieur Lax, donc, qui est adjoint à la transition énergétique et écologique de la commune de Beaumont,
Et il a beaucoup insisté pour qu'on parle de communes et non pas de villes. Mais il nous en parlera peut-être tout à l'heure. Donc, Monsieur Lax, c'est à vous la parole. Oui, bonjour. Alors donc j'appartiens au nouveau groupe nouvellement élu en 2020 sur la commune de Beaumont, préoccupé dès le début par les questions de mobilité. J'aimerais juste et qui s'est lancé donc dans le programme mobile. Alors la commune de Beaumont est située en Haute-Savoie, à proximité de Genève. On est également à une trentaine de minutes d'Annecy. C'est une ville de 3000 habitants. La particularité, c'est d'être une commune avec plusieurs hameaux, avec un centre-bourg qui accueille donc notre centre scolaire et qui présente une caractéristique géographique de dénivelé important. On est en Haute-Savoie, c'est un peu la montagne quand même. Le développement est très intense sur notre commune, pas forcément maîtrisé, et surtout, il est fondé sur et grâce à la voiture. Je veux dire par là que le choix résidentiel s'appuie sur la mobilité automobile. On a une population qui est jeune, qui est plutôt favorisée, qui est dans un paysage riche, et également Genève et le travail en Suisse apportant beaucoup de rémunération pour ceux qui y travaillent. Néanmoins, on est sous pression foncière intense qui ne nous permet pas des extensions faciles. Diapo suivante. Le groupe scolaire qui a fait l'objet de notre réflexion sur la mobilité est partagé entre deux communes, donc Beaumont et la commune de Présilly. Vous avez sur la carte ici, entouré en noir, les différents hameaux, ce qui veut dire aussi que la distance pour se déplacer, aller à l'école est très variable suivant le lieu où on habite. Actuellement, on a 450 élèves, on a à peu près, alors un peu plus que 60 professionnels, on est à 70 en fait, en incluant même ceux qui viennent quelques heures ou une demi-journée sur l'établissement. On vient d'achever une extension de l'école qui nous conduira probablement vers 600 élèves, donc un groupe scolaire assez important. Et au niveau du groupe scolaire, on a aussi un centre de loisirs, je dois le préciser, qui accueille la restauration scolaire. Donc les distances variables, je l'ai déjà dit, ce qui entraîne des usages très différents pour se rendre à l'école. On a à la fois ceux qui viennent à pied ou à vélo, mais essentiellement et principalement ceux qui viennent en voiture, donc des situations conflictuelles. Ensuite, un point de focus sur l'espace. La particularité du centre, je vous le rappelle, donc on est au centre-bourg, traversé par une rue à sens unique qui s'appelle la rue Beaupré, qui sépare d'un côté l'école élémentaire et maternelle qu'on voit sur le bas de la carte, un parking avec des 52 places, et de l'autre côté, en face, au-dessus de la croix jaune, pardon, au niveau du P, le centre de loisirs qui accueille la cantine. Je dis ça parce que ça veut dire des traversées des enfants pour aller de l'école vers la cantine et de la cantine vers l'école. Des places de stationnement aussi le long de la rue, pour, non seulement pour les parents ou les visiteurs de l'école, mais aussi pour les riverains. On est en plein centre. Donc cet espace-là, on le constate par tous, à saturation d'usage. Et on observe donc des événements qu'on vient de décrire précédemment, à savoir des incivilités, des insécurités. Il n'y a pas d'aménagement cyclable, la place est minérale et essentiellement consacrée à la voiture. On a ajouté un dépose-minute qui se transforme rapidement en zone de stationnement. Vous avez dans les images suivantes, sur la diapo suivante, une illustration des conflits d'usage qui existent au sein de cette pratique d'aller à l'école en voiture. Mais malgré cette, on va dire, cette contre-performance que les usagers pour aller à l'école, pour déposer leurs enfants constatent, c'est-à-dire ils se retrouvent dans des bouchons, ils se retrouvent dans des situations d'insécurité, la voiture, le système voiture n'était pas remis en cause, mais questionné. Donc tout cela nous a amené à, diapositive suivante s'il vous plaît, à faire un choix politique, à savoir, essayons de trouver des solutions concernant le déplacement pour venir à cette école, mais sans l'imposer. Et on a donc été particulièrement sensible au programme MOBI,
pour 3 raisons essentielles. La première, c'est que mobilise la concertation. Donc, on ne voulait pas que les solutions viennent d'en haut, mais viennent vraiment de tous les acteurs qui sont concernés par le déplacement au sein de l'école. Mobi propose en plus une méthodologie, et les élus ont besoin de méthodologie pour conduire éventuellement les changements dans leur commune. Et d'autre part, Mobi, comme il a été présenté, s'étale sur 2 années, ce qui nous paraissait pertinent compte tenu qu'on allait considérablement changer les modes de déplacement devant l'école. L'autre point important, c'est qu'on ne voulait rien modifier sans réfléchir, sans comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants de la mobilité pour l'école et pour l'école, à travers un diagnostic et surtout pas simplement une analyse de papier, j'allais dire, ou d'enquête, mais aussi faire des évaluations de terrain. Mobi incite à cela et donc on les a conduites. On a fait des trajets, par exemple, à pied avec les enfants. On a fait des trajets aussi à vélo. Et on l'a fait aussi avec des parents d'élèves et également avec la police municipale, y compris avec des élus. Donc tout ça pour vous dire que ça nous paraissait indispensable d'impliquer tous les acteurs et d'arriver à des propositions qui puissent être non pas directement imposées à l'issue de ces diagnostics, mais expérimentées, afin de nous mettre en situation réelle et d'identifier ce qui pouvait favoriser la transformation ou la freiner. Et dans un objectif à très long terme, c'était de pérenniser les situations et qu'elles soient profitables à tous. Alors, en fait, l'expérimentation, pour nous, c'était l'obligation, en fait, hein, de se questionner de son déplacement et d'obliger tous les acteurs à penser autrement les modes, plutôt que dans une abstraction, de dire qu'est-ce que vous pourriez faire si vous veniez à l'école en vélo. C'était être dans la situation. Donc voilà ce qu'on a proposé ensuite, c'est-à-dire vignette suivante, si vous voulez bien, c'est à travers donc ces concertations, ces rencontres, la constitution de comités, des réunions publiques, diagnostics, etc. On a abouti à, on va dire, des grandes orientations de notre plan de déplacement d'établissement scolaire, fondé qui fixait un cadre. Alors, 4 grandes règles qu'on a retenues, c'était de 1, favoriser absolument l'utilisation des modes actifs vers l'école, que ce soit à pied ou à vélo. La deuxième règle, c'était d'améliorer les cadres de vie et la convivialité devant l'école. C'était la deuxième contrainte pour mener des actions. La troisième, c'était de favoriser et développer le partage de trajets. Et la quatrième règle qu'on se fixait, c'était de valoriser les itinéraires pédestres, puisque je vous rappelle qu'on est quand même dans une commune plutôt entre ruralité et périurbaine, et on a beaucoup quand même d'espaces verts avec des chemins ruraux. Donc on a abouti à conclusion, le comité a conclu à 5 actions qu'elle souhaitait expérimenter, dont la première, c'était de repenser la circulation devant l'école, la deuxième étant de créer des aménagements cyclables. La troisième action, c'était d'expérimenter des vélobus, pédibus. La quatrième étant d'associer la population, les acteurs aux problèmes de circulation dans la commune. Et la cinquième était d'encourager l'utilisation des chemins ruraux. Donc cette première action, qui s'appelle donc la requalification d'Henri-Beaupré, a laissé la place cette fois-ci, et vous l'avez sur le plan, laisser la place à l'usage actif, puisqu'on a créé une double voie cyclable qui est en vert sur le plan. On a remplacé l'espace stationnement par un espace qu'on a appelé place aux enfants, où il y avait des animations, où on pouvait stationner son vélo, où il y avait des tables, des chaises, vous allez avoir bientôt des illustrations. Et on a conservé néanmoins une circulation automobile, mais qui est réduite à minima, un peu pour indiquer, vous n'êtes pas forcément les mieux venus, pour conserver l'accès pour les places à mobilité réduite et également la livraison pour la cantine, les accès de sécurité. On a conduit une communication 1 mois avant cette expérimentation qui s'est déroulée du 27 juin au 1er juillet. On a écrit
dans les journaux parce qu'il nous paraissait indispensable de communiquer par toutes les voies possibles qui nous étaient données. On a organisé bien sûr des rencontres, on a été jusqu'à arrêter les véhicules dans la rue Beaupré, créant des bouchons et des mécontentements, certes, mais pour être sûr que ce plan de circulation et les alternatives possibles que vous avez là dans la vignette montrant les différentes places de stationnement et à proximité, que tout le monde comprenne en fait l'intérêt de faire l'expérimentation et s'approprie l'idée de est-ce que je vais pouvoir venir, est-ce que je vais choisir un autre moyen de déplacement pour aller à l'école. On a impliqué aussi énormément la police municipale et on a créé bien sûr ces aménagements pour rendre l'espace le plus agréable possible. Les services techniques ont été également activement impliqués, leur aide a été essentielle et à l'issue de cette période d'expérimentation, on a mené une enquête distribuée à tous pour savoir quel a été le vécu de cette expérimentation. On a mené des évaluations sur place de comptage pour savoir combien il y avait de véhicules qui passaient et recueillir ces données pour avoir une évaluation concrète et chiffrée. Alors voilà quelques illustrations de la transformation entre les photos que vous avez peut-être vues tout à l'heure. Vous avez vu beaucoup de voitures. Là, elle était complètement remplacée par autre chose. Là, c'est vide parce que c'était pour montrer les aménagements. Et puis, vignette suivante, on voit une autre ambiance avec l'appropriation par les familles de l'espace, les vélos qui viennent. Donc, on s'est retrouvé dans une semaine avec un énorme enthousiasme pour les aménagements qui étaient faits, avec un sentiment quand même en très grande hausse de sécurité pour les enfants et les parents qui se rendaient sur place. Par contre, on a pu comprendre, on a saisi en fait qu'il y avait un grand écart entre le moment où on leur a expliqué l'expérimentation et en fait la compréhension de ce que ça voulait dire. C'est-à-dire que je veux dire que la compréhension des incidences que cela a de modifier l'espace de circulation devant l'école et on a pu constater qu'il était en fait mal apprécié et que c'est qu'au moment de l'expérimentation que ça a provoqué le déclic auprès des usagers de l'école, des agents et des riverains. Bon, voilà, je vais en arrêter là et si vous avez des questions, bien sûr, je suis à votre écoute. Merci beaucoup à tous les deux. Merci beaucoup à tous les deux pour votre intervention et pour le respect du timing. Alors, on va maintenant prendre une quinzaine de minutes pour faire dialoguer vos expériences qui sont intéressantes et assez différentes. Et puis ensuite, on prendra les questions qui resteront. Il restera 10 minutes environ pour toutes vos questions. On a des questions un peu techniques sur le marquage, le statut des rues, les coûts. Et donc, je suis désolée si c'est frustrant, mais on les abordera par la suite. Alors l'idée maintenant, c'est d'essayer de faire dialoguer un peu vos expériences avec peut-être une première question. À l'échelle de vos territoires, quels ont été les freins et puis les éléments facilitateurs? Alors peut-être en commençant par vous, Nicolas? Alors l'élément facilitateur, ça a été le fait qu'on ait une rue à sens unique. Et d'avoir aussi un engagement des élus pour dire oui, c'est une bonne idée, l'engagement des services techniques, donc tout cet engagement de base, l'aide aussi de l'association des parents d'élèves, et de pouvoir faire cette expérimentation, en tout cas en coordination avec une fête de fin d'école, la semaine d'expérimentation se terminait le vendredi, où il y avait la fête de l'école, donc c'était assez, on avait eu comme ça une dynamique en fait. Ce qui a été les freins, c'est bien sûr une énorme inquiétude du côté de l'équipe pédagogique. Il faut quand même le reconnaître, du côté enseignant, et aussi des agents qui travaillent. Enfin, ceux qui travaillent étaient extrêmement perturbés par cela. Et puis, un manque, le frein, c'est le manque peut-être de bénévolat, parce qu'on souhaitait beaucoup à ce que ça ne soit pas réalisé uniquement par les agents et les élus, mais que les acteurs soient impliqués, donc les parents. Et on n'a pas eu un bénévolat très intense. Ce sont les freins à la réalisation de cette expérience.
Pour compléter peut-être, donc c'est assez similaire, hein, mais je dirais quand même le facilitateur, c'est le portage politique. On est sur quelque chose qui est annoncé dans la campagne, donc c'est pas rien, hein, d'annoncer quand on se présente devant les citoyens pour la mairie. Enfin voilà, c'est annoncé, donc ça c'est. Et puis une équipe de techniciens derrière, ville et métropole, donc on est en complémentarité, motivés sur le sujet. Après, sur les freins, alors c'est assez classique, hein, mais on a la difficulté à embarquer les autres services techniques des collectivités. Je pense surtout à la ville, service éducation jeunesse, service des bâtiments, où finalement on vient bousculer un peu les habitudes. Et puis après, il y a d'autres composantes liées au fait de fermer une rue en tant que telle, hein, repositionner le car scolaire. Alors nous, on n'a pas de ramassage scolaire, mais en tout cas les sorties scolaires. Travailler avec les ordures ménagères pour soit faire déporter la dépose des bacs, soit trouver un système pour franchir la barrière lorsqu'il y a une barrière. Enfin voilà, on a quand même plusieurs points qui sont ponctuellement à régler en tout cas. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais enchaîner peut-être avec une deuxième question qui a été un peu moins abordée sur la place de la concertation, dans les différents projets. Et là-dessus, est-ce que vous avez un retour à faire sur, ce qui aurait bien et moins bien fonctionné peut-être? En Alors, commençant oui, allez-y. c'est moi qui commence, OK. Alors pour nous, la concertation, c'est vraiment comment dire? C'est ce qui a permis, hein, l'expérimentation. C'est vraiment clé. Et je pense que même il faut insister beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que, peut-être qu'on n'a pas assez insisté d'ailleurs, mais vraiment de multiplier, les espaces où on va, rencontrer les acteurs, leur poser des questions, leur faire comprendre les enjeux de tout ça. Donc cette concertation, elle me paraît clé parce qu'elle va porter comme ça dans le temps. Mobi, c'est une expérience dans le temps, sur 2 ans. C'est pas juste une expérimentation d'une semaine, point barre. Et donc là, la concertation est vraiment indispensable et clé. Elle oblige les acteurs à parler. Et c'est ça qui nous a paru aussi clé. Je pense de ce point de vue-là, quel que soit le résultat aujourd'hui, même si tout le monde n'est pas venu en vélo, tout le monde n'est pas venu à pied, je ne vous le cache pas. Finalement, les habitudes sont restées, mais il y a eu des échanges. Malgré tout, il y a eu énormément de réflexion. On a obligé, d'une certaine manière, tous les acteurs à se poser des questions et quitter leur routine. Et ça, c'est très important. Donc voilà ce qui me paraît indispensable pour ce qui est question de concertation. Et ce qui a moins bien fonctionné, ben, je dirais, c'est que pour nous, c'est de ne pas avoir suffisamment réussi à multiplier justement ces espaces de concertation et de rencontre. Du coup, pour nous, je l'ai dit peut-être tout à l'heure, le principe de libérer de l'espace public au profit du piéton, donc la piétonisation dans les écoles, n'a pas été concerté. C'est dans le programme, hein, c'est dans le programme municipal et la métro accompagnée techniquement. Par contre, derrière, en termes de participation, voire même de co-construction, après la phase de transition, hein, finalement. Donc, le projet d'espace public qui se construit, il fait l'objet de concertation, finalement d'instances, d'ateliers de co-construction où avec les parents d'élèves, mais aussi avec les riverains, finalement, on arbitre dans différents objectifs. Est-ce qu'on veut plus de visital? Est-ce qu'on veut plus de jeux? Où est-ce qu'on met la borne? Est-ce qu'il faut des arceaux vélos devant l'école ou à 50 mètres pour pas qu'il y ait de conflit d'usage? Enfin voilà, donc effectivement, cet espace de concertation, mais même plus de co-construction, il intervient après l'événement que représente la piétonisation. Après, concrètement, on a des ateliers qui vivent, je pense, de manière assez classiquement ce qu'on voit dans beaucoup d'autres projets d'espace public, c'est-à-dire qu'on peut avoir toujours 2-3 riverains mécontents qui vont, dans un premier temps, essayer de mobiliser la parole, et après, on est là plus pour apaiser les relations entre les usagers et faire en sorte que
le débat d'idées recentre les grands objectifs qui sont les enfants, le côté convivial, ludique et le côté assez évident de faire en sorte que devant un parvis d'école, ce ne soit pas un drive, mais bien un espace d'échange et finalement, y compris d'échange à minima entre les enfants qui viennent raconter leur fin de journée aux parents, quoi. Donc, on a eu quelques difficultés en début de réunion parfois à tenir quelques riverains, plus que quelques parents d'élèves d'ailleurs, hein, qui ont du mal à voir leurs 10 mètres carrés historiquement attribués devant leur pavillon. Et quand on est dans une rue piétonne, eh ben oui, il n'y a plus de stationnement. Mais voilà, l'espace public, il est à tous, il n'est pas réservé à un riverain, quoi. Alors, on a déjà beaucoup parlé de questions assez concrètes, assez opérationnelles, mais je pense que c'est un sujet qui est très important. Si vous aviez 2 conseils, 2-3 conseils opérationnels, à donner aux collectivités qui voudraient se lancer dans une telle démarche, lesquels seraient-ils? Alors, ouais, c'est un sujet délicat. Je dirais que pour rendre opérant une modification aussi importante que celle de la circulation devant une école, qui est dans les habitudes, dans les routines. Donc, pour les rendre opérants, moi je pense qu'il faut de façon indispensable, donc impliquer la police municipale pour qu'elle soit présente, on peut s'appuyer dessus, c'est indispensable, d'avoir un coordinateur qui puisse faire l'interface entre les élus, les agents liés au groupe scolaire, les parents d'élèves, il y ait un coordinateur, c'est indispensable, et qui anime une communication. Et puis je pense aussi qu'il ne faut pas négliger l'aspect quantitatif. C'est-à-dire que on s'intéresse beaucoup au qualitatif, genre vous ne trouvez pas que l'espace est plutôt convivial, vous ne trouvez pas que l'air est plus respirable, vous ne trouvez pas qu'il y a des éléments on se sent plus en sécurité, mais là, c'est la porte ouverte à l'opinion individuelle. Et donc, essayer de creuser, et ça c'est peut-être quelque chose qu'on a un petit peu négligé, de creuser comment on peut mesurer, s'appuyer sur des données vraiment tangibles, et qui ne seraient pas uniquement le nombre de véhicules qui circulent ou pas dans la rue, autre chose peut-être. Je sais pas quoi encore, parce que là, pour le coup, je ne peux pas vous donner une réponse, mais apporter des éléments tangibles, c'est quand même frapper les esprits. Et ça, c'est un élément important lorsque, une fois de plus, on est en train de toucher au plus intime de l'organisation familiale. Il faut s'en rendre compte, ça dépasse le seul espace de l'école, ça va au-delà, c'est dans l'organisation quotidienne. Avec le trajet pour aller à l'école, c'est souvent lié au trajet pour aller au travail. Ça implique toutes les générations aussi. C'est le lien avec les grands-parents, les voisins, etc. Il y a quand même on touche à autre chose que simplement un déplacement scolaire. C'est intergénérationnel et dans la vie quotidienne, dans l'organisation quotidienne. Donc, il faut essayer de trouver des éléments tangibles sur lesquels on puisse s'appuyer. Voilà. C'est très bien dit. Je vais pas te dire la même chose parce que c'est valable, hein. Pour moi, il y a un conseil évident, c'est que, et on le fait sur d'autres projets, c'est qu'on peut tester les choses, alors que ce soit lié à un événement ou pas, mais tester, et ça rassure, les élus, parce que les élus, parfois, et moi je travaille avec 49 communes, mais on va dire une dizaine de communes qui sont mobilisées sur la thématique. Le rôle d'un technicien de la métropole, moi j'anime une démarche en gros, c'est de convaincre les élus, parce qu'on doit faire métropole et on doit faire en sorte que ça ne se résume pas à une commune. Et puis les limites communales sont interdépendantes, il y a des trajets entre les communes. Donc tester pour ne pas heurter et pour éventuellement faire machine arrière. On a le droit de se tromper. Le droit à l'erreur dans la construction d'un projet, c'est important. Et le deuxième point qui n'est pas de l'ordre du technique, mais c'est prendre le temps en amont, ce qu'on n'a pas su faire nous, et du coup on rame beaucoup, c'est embarquer le plus de partenaires et d'acteurs possibles, notamment l'équipe pédagogique, la police évidemment, le gestionnaire du bâtiment, les enseignants, l'inspection académique, enfin tout un corps
d'acteurs, qu'ils soient publics ou associatifs d'ailleurs, au-delà des parents d'élèves qui nous sont la plupart du temps très moteurs, et c'est les parents d'élèves qui sont les déclencheurs des projets. C'est-à-dire que nous, on avait devant certaines écoles, il n'y avait pas le choix. Il fallait y aller. Ça faisait 10 ans qu'on repoussait le truc en disant bah oui, il y a du danger, il y a du danger. Mais voilà, prendre le temps en amont pour fédérer au maximum et avoir comme ça a été dit, un coordinateur ou un directeur de projet qui est le niveau suffisant pour jouer ce rôle d'assemblier et d'animation, quoi. Très bien. Bon, on voit bien dans vos 2 expériences le rôle fondamental d'associer un peu le plus largement possible tous les acteurs qui peuvent intervenir à tous les niveaux de ce projet-là. Alors on a une suggestion pour ce que vous disiez, Nicolas Lax, sur le fait d'évaluer, de créer de nouvelles formes d'évaluation. Cédric Boussuge propose de mesurer peut-être la qualité de l'air ou du bruit pendant, avant, après. Oui, effectivement, effectivement, on y a pensé, mais on manquait de moyens pour pouvoir le faire. C'est aussi ça, sonomètre, comment faire. Bon, mais par contre, oui, mais ça rejoint le fait qu'on n'était pas préparé à ça. C'est ça que je voulais dire. Bon, après, on est une petite commune, peut-être Grenoble a plus l'expérience, je ne sais pas. Mais c'est de ne pas le négliger, hein. On a mesuré, hein, les véhicules. Ça a été divisé par 10, hein. On était à 300 véhicules qui passaient aux heures de pointe, hein, lorsque les parents déposent les enfants et quand ils les reprennent en fin de journée. On est passé donc de 300 à 30, et encore 30 véhicules. Et puis ces 30 véhicules n'étaient pas forcément, c'était peut-être simplement des riverains qui passaient parce qu'ils avaient besoin d'accéder à leur habitation. Donc voilà. Mais ça ne suffit pas, hein, comme me semble-t-il, pour pas uniquement s'appuyer là-dessus. Nous, juste, on a une démarche, on a une chargée de mission à la ville de Grenoble qui pilote, chargée de mission à l'évaluation, de manière générale, sur toutes les politiques publiques menées par la ville. Et on a fait 2 séances pour, pas débattre, mais en tout cas, objectiver le besoin d'évaluer. On ne sait pas encore, on a plein d'indicateurs, pas forcément dans le champ du technique ou du quantitatif, même si les enjeux d'ambiance, de bruit, de pollution sont importants, mais plus sur des enjeux d'appropriation d'usage, diversité des usages, de changement de mobilité, évidemment. Et on ne sait pas encore si on va y aller. Il y a une commande des élus de la ville, je précise bien, d'évaluer, mais voilà, les résultats visuellement sont déjà suffisamment bons. On ne sait pas encore si on va mettre des moyens là-dessus, quoi. Même si on a potentiellement des moyens et du temps, hein, mais voilà. Je voulais juste ajouter une chose, c'est que ça peut être intéressant, si vous voulez, dans une expérience comme ça, de montrer à ceux qui ont fait l'effort de venir à pied, qui ont quitté leur véhicule et qui ont choisi de venir à pied, ou qui ont quitté leur mode de véhicule habituel et qui ont décidé de venir à vélo, même 2-3 fois, de dire, voilà, on a pu compter, vous êtes tant à être venus finalement, pour créer une sorte de masse critique, pour dire qu'il y a un basculement, que c'est possible, que vous n'êtes pas tout seul à faire un effort. Et l'idée que on a été embêté dans ses habitudes, mais qu'on a fait l'effort de le faire, qu'on n'est pas tout seul à le faire, ça crée une émulation qui peut entraîner d'autres à le faire également. Et là, on a pu mesurer, par exemple, qu'on a doublé le nombre de personnes qui sont venues à pied. On l'a doublé. Et on a même doublé le nombre de personnes qui sont venues à vélo. Et déjà, après ces expérimentations, on est revenu à la situation initiale, hein. La place aux enfants a été supprimée et on est revenu à la position initiale avant cela. Et néanmoins, des personnes ont conservé leur modification de mode de déplacement. Léa, si je peux me permettre, pour compléter peut-être la réponse sur la qualité de l'air et sur la mesure, dans le programme MOBI, ça fait partie des indicateurs qu'on a envisagé de mettre en place. Quand je dis bien on a envisagé parce que pour l'instant, on n'a pas encore franchi le pas. D'abord parce qu'il y a des problèmes techniques, c'est pas si simple que ça de mesurer la qualité de l'air autour d'un établissement scolaire. Et puis parce que par expérience, on sait que c'est parfois un peu décevant, simplement parce que la pollution de l'air, elle est diffuse. Et on va la mesurer à un endroit, on va pas forcément voir d'évolution, parce que autour de l'établissement scolaire, il peut y avoir à nouveau des sources de polluants et des sources d'émissions qui de toute façon, elles, n'ont pas été réduites. Donc, c'est parfois un petit peu décevant. Par contre, ce sujet-là, c'est un sujet
pédagogiquement très, très intéressant. Et il y a un travail à faire qui peut être fait avec peu de moyens, des petits capteurs de poussière, par exemple, qui peuvent être faits avec des classes. On peut travailler sur les bioindicateurs. Et les bioindicateurs, ça peut être des lichens, par exemple, ça peut être certaines plantes qui vont réagir à certains polluants, notamment l'ozone à une époque, mais aujourd'hui à d'autres polluants. Et donc, il y a un levier pédagogique fort. Malheureusement, pour l'instant, sur l'évaluation proprement dite de la qualité de l'air grâce à un PDES, c'est assez complexe à mettre en place. C'est pour l'instant pas très... Ouais. Enfin, nous, on n'a pas encore vraiment de protocole qui nous paraissent satisfaisants pour qu'on puisse dire que ce soit vraiment un indicateur fiable. D'accord. Merci beaucoup Bertrand. Et peut-être juste pour conclure sur cet échange, avant de laisser la place aux questions un peu plus concrètes pour chacun, si vous aviez, là on se place peut-être à un niveau un peu plus politique, ou en tout cas stratégique, 2 arguments pour convaincre des collectivités qui auraient envie de se lancer dans une démarche comme de ce type, mais qui hésitent encore, quels seraient ces arguments? Je trouve que pour les élus, on est au cœur de notre responsabilité politique. C'est vraiment ça. Donc, n'hésitez pas à le faire parce que, certes, vous allez créer des mécontents, mais je veux dire, on est au pied du mur. Donc, il faut le faire. Et croyez-moi, malgré toutes les... Parce que quand vous allez avoir des mauvaises rencontres, pas d'insultes, mais disons des choses un peu pénibles, mais malgré tout, vous sentez que vous allez permettre à certaines personnes de franchir le pas, et ça, c'est important. N'attendons plus, quoi. Lancez-vous. Et l'expérimentation, en plus, vous donne, ça a été dit par Lionel, la possibilité de revenir en arrière. Donc, finalement, il n'y a pas besoin d'avoir d'arguments. Il faut vraiment se lancer à fond dans ces modifications-là. Pour compléter, hein, puis c'est la parole d'un technicien, mais pour travailler sur cette thématique depuis longtemps, moi je suis dans une boutique où j'ai lancé il y a plus de 20 ans les premiers PDES, avec des premières pétunisations, certes très modestes, hein, sur des rues secondaires, mais ce statu quo qu'on a devant un grand nombre d'écoles, il est plus tenable, parce que finalement, les techniciens des communes, les élus, bagarrent en permanence sur ces sujets-là. À chaque conseil d'école, ça revient, et c'est quelque part plus facile de se lancer que de résister à une pression. Ça devient intenable, y compris l'évolution de la société et des attentes des usagers. Et le deuxième argument pour moi, c'est la cohérence de l'action, qu'elle soit municipale, métropolitaine ou autre. C'est-à-dire que nous, on investit sur un réseau cyclable en univers de service, c'est pour que les gens fassent du vélo. On investit sur une desserte bus ou tram améliorée, cadencée ou ferroviaire, c'est pour que les gens lâchent leur voiture. Donc, la mise en cohérence la cohérence de l'action, pour moi, elle est centrale. C'est-à-dire qu'on a encore trop dans notre système français, millefeuille ou pas d'ailleurs, hein, mais des injonctions toujours contradictoires. Quand on a une école qui aménage un drive devant une école, enfin voilà, on est aux antipodes de la mesure durable et soutenable. Enfin, je peux pas dire mieux, mais voilà. Merci beaucoup. Merci à tous les 2 et puis, je vais laisser la main sans plus attendre à Bertrand pour la partie questions sur vos présentations respectives. Oui, alors donc il y a des questions auxquelles on a déjà répondu, mais il y a pas mal de questions. Alors, je vais vous les poser à tous les deux, puis répondra qui le souhaite. Il y avait une première question qui était plutôt assez technique sur le fait, est-ce qu'il y a, à votre connaissance, un consensus national au niveau du visuel sur ces aménagements au sol? Je pense que l'idée, c'est d'orienter, la question, c'est un peu sur la réglementation ou pas sur ces aménagements au sol. C'est Franck qui a posé la question, hein, je ne sais pas qui est-ce, mais... Je pense que Cédric du CEREMA peut essayer de répondre si on lui donne le micro, mais moi, j'ai pas la réponse. Je pense que je travaille pas mal avec le CEREMA, il n'y a pas de... À part ce qui a été dit sur l'aire piétonne, aujourd'hui, on n'a pas de cahier de recommandations réglementaires sur ces sujets-là, en tout cas. C'est un sujet à venir, parce que l'idée, c'est peut-être aussi qu'il y ait un lobbying, comme il y a un club des parlementaires du vélo, il pourrait y avoir un lobbying qu'au niveau national, il y ait une réglementation
plus incitative, voire plus ferme, comme ça existe dans certains cantons suisses ou au nord d'Italie, où la règle, c'est pas de voiture. Et après, on adapte le reste. Mais à ma connaissance, il n'y a pas grand-chose. Et Cédric vient de le confirmer, qui est Oui, c'est ça. la tout à bonne fait. personne. Voilà. Bon, très bien. Merci Cédric. Merci Si beaucoup. je peux Je donner. la parole. Ah, pardon. Donc Cédric, monsieur, effectivement, il n'y a pas de doctrine nationale et en fait, on n'est même pas pour en instaurer une tout de suite parce qu'il y a tellement d'expérimentations très différentes qu'il faudrait plutôt voir ce qui se passe de bien dans les différents endroits et les situations sont très diverses d'ailleurs. Et il y a peut-être un intérêt à avoir une doctrine dans quelques années, mais on n'est pas, voilà, on n'est pas sur des situations assez homogènes pour pouvoir dire il faut faire de telle manière. On laisse la main aux collectivités un peu en ce moment. Merci. Moi, Allez-y. si je puis te donner un point de vue d'élu, c'est que si l'espace est bien identifié comme par les automobilistes qui sont pas habitués, par exemple, qui traversent une commune et qui connaissent pas la commune et visuellement il y a une bonne identification qu'on rentre dans un espace scolaire particulier, une rue scolaire, où ça serait mieux que l'identification donc soit commune partout et que, quelle que soit la commune qu'on traverse, on comprenne où on se trouve. Et ça permettrait de prévenir aussi le comportement des automobiles. Alors, merci. Je vais me permettre de coupler deux questions, parce que je pense que vous allez voir que ça fait un peu, ça sera un petit peu une réponse un peu similaire. Il y a deux questions. Il y a sur le coût qui peut être engendré par l'ouverture et la fermeture des barrières. Est-ce que c'est gérable par la collectivité? Et derrière, il y a une autre question qui me paraît liée, c'est qui s'adresse plutôt à Monsieur Lac, c'est pourquoi avoir tout démonté malgré le succès? Et pourquoi n'avoir pas rendu définitive et pérenne ce dispositif? Je vous laisse répondre. Allez-y. Je vais répondre à cette deuxième question. Alors, d'abord parce que c'est c'est par définition une expérimentation sur une durée limitée, donc forcément, c'était pas pérenne. Que ça nous a surtout servi à comprendre comment justement faire un aménagement qui serait définitif et amélioré, puisqu'il y a eu des choses à améliorer. Et donc, et c'est dans le cadre de Mobi, il fallait étaler ça sur 2 ans et soumettre la proposition au conseil municipal qui va dire valider ou non la transformation de la rue scolaire. Ce n'est pas le programme Mobi qui impose quelque chose. Le programme Mobi conduit à proposer et donc ensuite soumettre à la décision du conseil municipal. Donc on était obligatoirement amené à supprimer cet espace. Et puis, on a quand même fait une enquête également à l'issue de cette expérimentation. Et les retours ne vous surprendront pas, mais la majorité de ceux qui ont répondu, majoritairement, ont dit l'aménagement de l'espace convivial devant l'école, c'est formidable, mais on veut du stationnement et circuler comme avant. Donc, c'est ça un peu la schizophrénie qui existe parmi les usagers. Donc, on doit travailler à améliorer la formulation de la réponse sur la modification de la qualification devant notre établissement scolaire. Et pour le coup, je ne pense pas que ce soit un obstacle dans la mesure où il y a un choix politique et une concertation. Ensuite, on met les moyens pour que le système fonctionne. Monsieur Faure, si vous avez des compléments peut-être sur ce point. Sur le coup, non, parce que nous, coup, on est globalement sur des démarches de projets de voirie d'espace public. Donc, mais ce que je peux dire, c'est que c'est en partie parce que la piétonisation temporaire est coûteuse en moyens humains et qu'on n'arrive pas à embarquer des gestionnaires de l'école qui pourraient faire ça en complément du déplacement des bacs des ordures ménagères, par exemple, que les élus ont souhaité partir sur des piétonisations permanentes avec une réglementation spécifique, hein, quand il y a un commerçant, quand il y a des riverains, il y a des ayants droit, mais c'est en partie pour ça qu'on part sur des choses plus pérennes, avec les inconvénients des choses pérennes, hein, c'est-à-dire que il y a certaines rues qui ne sont pas à 100% protégées, j'ai envie de dire.
Mais effectivement, aujourd'hui, on a des collectivités, je pense aux communes particulièrement, qui sont dans des difficultés de budget de fonctionnement, donc de personnel. Et ça reste une clé de voûte de nos politiques publiques où les élus et le système français, j'ai envie de dire, privilégient l'investissement au fonctionnement. Et je pense que sur ce type de démarche-là, où il faut animer, il faut être présent sur le terrain, ça pêche un peu, quoi. Mais c'est pas propre aux rues écoles, hein, mais ça reste difficile. Parce qu'on aurait aimé tester des piétonisations temporaires, ou même plus que tester, les pérenniser, et on ne sait pas faire, quoi. Merci. Alors, une dernière petite question, mais qui est un peu posée aussi à tout le monde, sur l'évaluation et notamment sur la modification du comportement des enfants. Est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus? Est-ce que vous avez observé quelque chose? Alors, modification du comportement des enfants sur le trajet, mais aussi peut-être en classe, ensuite, quand ils ont fait un peu de marche, un peu de vélo. Est-ce que là-dessus, vous avez une expérience ou des choses à dire? Alors, oui, c'est un point que j'ai peut-être pas signalé, c'est que dans le programme Mobi, il y a aussi des animations dans les classes où on explique ce que c'est que le déplacement pour venir à l'école, etc. Et également pendant la semaine test, en fait, dans les classes, il était demandé aux enfants, mais vous êtes venus comment, comment ça s'est passé, etc. Et là, le retour des enfants est, j'allais dire, 100% enthousiastes. Je veux dire, c'était un bonheur pour eux. Ils étaient très heureux de pouvoir non pas se retrouver, comme je l'ai dit, hein, c'est le déplacement essentiellement, c'était en voiture. Donc ça veut dire quoi? Tu montes vite dans la voiture, tu sors vite de la voiture, fais attention, et donc c'est du stress. Et là, c'était autre chose. C'était venir à pied, donc faire un petit trajet même à pied, et un dialogue entre le parent et l'enfant, entre l'adulte et l'enfant, et puis ou utiliser le vélo, donc c'est un partage avec son parent d'un autre moment, donc c'est un moment de convivialité, d'échange qui a été très très bien vécu, et ça c'est les enfants nous l'ont dit, donc c'est très porteur pour les enfants. La contrainte, le problème, c'était moins les enfants, c'était plus les adultes, bien entendu. Ouais, nous, on n'a pas encore, comme je l'ai dit, hein, on ne s'est pas lancé dans l'évaluation, même si, à dire d'expert, j'ai envie de dire, on voit des choses. Moi, je fais quand même une partie de mes missions, c'est beaucoup d'observation pour pouvoir évaluer, ajuster les dispositifs. On n'arrive pas aujourd'hui à évaluer, à quantifier les aspects de report modal, y compris parce qu'on a une accessibilité en mode actif qui reste globalement très élevée. Et il y a quelques écoles où on est à 30-40% de motorisés, mais sinon ça reste marginal. On n'est pas du tout dans les contextes périurbains que Beaumont. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'espace rue, finalement, le nouveau parvis créé, où les 200 mètres ferment la circulation, génère des jeux avant ou après l'école, des enfants qui font de la trottinette, qui font du vélo, qui s'amusent devant l'école. C'est très variable selon les sites, selon les périodes, etc. Mais au-delà des parents qui discutent plus longtemps et qui, et qui refont le monde, pas que sur ces sujets-là, mais les enfants, oui, restent on va dire que ça fait ralentir toute la chaîne de la mobilité qui est liée à l'école en général, notamment à la reprise. La dépose se fait de manière plus classique, je pense que voilà, mais sur la reprise, on a une ludicité qui est clairement plus forte. Même si on met pas forcément des jeux, ça a été une question du chat, hein, on met pas des jeux officiellement, on met du mobilier qui n'est pas classé jeu, donc on n'est pas du tout dans la réglementation de jeux pour enfants. En tout cas, lorsqu'on a des piétonisations qui sont pas sanctuarisées avec des obstacles, mais ça c'est de la compétence de la ville, donc je ne saurais pas répondre, mais les jeux qu'on met, c'est des poutres en bois, mais elles ne sont pas normées au titre des jeux, quoi. C'est des obstacles et des bancs, et voilà. C'était aussi une question, hein, vous avez raison. Bien, je crois qu'il m'appartient de conclure un peu nos échanges. Alors, à moins que vous ayez encore vraiment quelque chose de totalement oublié et que vous souhaitiez dire.
Moi, je voulais juste terminer par un point, c'est que il faut une difficulté, c'est de se focaliser sur l'espace devant l'école, et surtout, il faut penser en dehors, il faut sortir de ça. Nous, par exemple, pas très très loin, il y a des commerces. Et on les a peut-être pas assez impliqués dans la démarche. On n'y a pas forcément pensé, mais ça a en fait des effets aussi sur les commerces avoisinants. Donc, il faut vraiment essayer d'élargir sa pensée, sortir de l'école et voir toutes les implications que ça a en dehors du périmètre sur lequel on intervient. Parfait. Oui, rapidement, en termes de conclusion, et puis avant de vous laisser tous aller à vos repas respectifs, mais l'idée d'une ville apaisée, c'est quand même une ville dans laquelle on est en meilleure santé. Et je vous rappelle quand même que l'OMS décrit quand même la bonne santé d'une population, à la fois par sa santé physique, ça c'est évident, sa santé mentale, c'est évident, mais aussi sa bonne santé sociale. Et c'est l'OMS qui décrit comme ça la bonne santé. Et je pense que l'idée d'améliorer le cadre de vie et donc d'apaiser la ville, c'est aussi une façon d'améliorer la santé. Donc ça me paraissait intéressant. Et dans ce que vous avez dit, il y avait quelque chose de commun à tous les deux. C'est que vous êtes partis d'une situation qui n'était pas forcément très, très intéressante autour des écoles. Il y a eu un moment donné dans nos présentations, on avait presque des diapos un peu similaires sur des environnements très minéraux, très dévalorisés, bruyants, etc. Donc là, il y a vraiment un intérêt capital. Et puis la deuxième chose, moi, qui m'a frappé aussi dans vos interventions, et qui me paraît intéressant et en termes de conclusion, c'est que le fait de concerter la population, on est tous d'accord que c'est une évidence et qu'il faut le faire, mais ça permet aussi de tester des choses, de prendre des risques et de pouvoir se tromper. J'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit plusieurs fois, le fait qu'à un moment donné, la population soit embarquée avec vous. Ça vous permet, vous, collectivité, de tenter des choses, de tester et peut-être de vous tromper. Parce qu'effectivement, en la matière, on n'a pas tous la science infuse, donc peut-être de se tromper et de revenir en arrière, mais de ne pas avoir une population qui va ensuite vous en tenir rigueur parce qu'elle a été embarquée dans l'expérimentation et donc elle est tout à fait consciente des effets, des essais, des erreurs, etc. Donc je pense qu'il y avait ces deux aspects-là que je voulais faire ressortir dans ma conclusion. C'était cette idée de ville apaisée et donc de ville en bonne santé, et donc de population en bonne santé, et puis de se concerter, d'embarquer tout le monde pour pouvoir faire des tentatives et puis revenir en arrière si on s'est trompé, etc. Voilà, je crois qu'il y a aussi, en termes de conclusion, cette fois beaucoup plus technique des aspects. Donc, vous allez recevoir un mail avec un lien et puis un questionnaire de satisfaction, mais je crois que c'est Léa ou Éline là-dessus qui peut vous confirmer ce que je suis en train de dire, c'est ça? Oui, tout à fait. On est en train de mettre un lien dans le chat. Voilà, écoutez, j'espère qu'on n'a pas oublié de questions. A priori, on a bien balayé toutes les questions. Si c'est bon pour vous, bon appétit à tous. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Merci de votre écoute. Merci, au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci.